Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là, merci d'être présent pour ce troisième rendez-vous de l'Institut Jacques Delors et de Wati, deux think tanks, un think tank européen, l'Institut Jacques Delors, et un think tank africain, Wati, avec une focalisation sur l'Afrique de l'Ouest, mais une dimension panafricaine et une ambition panafricaine. Nous sommes ravis de vous accueillir une nouvelle fois pour un rendez-vous virtuel, mais je pense qu'il sera dense comme les précédents événements conjoints Wati et l'Institut Jacques Delors. Nous vous souhaitons à nouveau la bienvenue à ce rendez-vous. Je voudrais déjà remercier Sébastien Maillard, toute l'équipe de l'Institut Jacques Delors, mes collègues également de Wati qui ont travaillé à l'organisation de cette rencontre virtuelle. Et je voudrais remercier aussi chaleureusement nos invités qui seront présentés de manière plus précise tout à l'heure par Sébastien Maillard, donc directeur de l'Institut Jacques Delors. Je voudrais remercier et saluer la présence de Madame Geneviève Ponce, du docteur Alain Traoré, de Madame Diane Mordac et du docteur Ibrahima Hatz, qui nous ont rejoints et ont accepté donc notre invitation conjointe de Wati et de l'Institut Jacques Delors à cette discussion. Je vais être assez rapide, je ne vais pas présenter Wati, c'est un laboratoire d'idées, on essaye d'animer un débat public, on l'espère, de qualité, basé sur des informations, sur des faits, sur des analyses, sur différents enjeux, notamment ouest-africains, mais comme je le disais, des enjeux qui sont aussi africains de manière générale. Et nous avons un grand plaisir de collaborer avec l'Institut Jacques Delors depuis quelques mois autour justement de regards croisés sur des enjeux qui sont en fait communs au continent européen et au continent africain. Nous avons eu une première rencontre autour du thème des migrations. Je crois qu'on a vu jusque-là que malheureusement, on est toujours dans cette actualité avec des événements récents meurtriers à nouveau lors de tentatives de migration, notamment qui sont passées au Maroc. Nous avons eu un deuxième rendez-vous sur la guerre en Ukraine, les perspectives croisées Europe-Afrique sur ce conflit, ces différentes dimensions géopolitiques notamment. Et je crois que ce rendez-vous était extrêmement dense. Et l'un des éléments qui était ressorti clairement de cette deuxième rencontre conjointe virtuelle autour de la guerre en Ukraine, c'était justement que ce conflit s'installait dans la durée. Et je crois qu'aujourd'hui, on est très clairement, plus que jamais, conscient que cette guerre s'inscrit dans la durée. Et ce que ça signifie, c'est que ces effets, ces impacts, à la fois géopolitiques, mais aussi géoéconomiques, ces impacts sont également aujourd'hui à considérer dans la durée, à la fois à court terme, mais aussi à moyen et à long terme. Et un de ces impacts, c'est bien sûr la question de l'énergie. Elle est très discutée en Europe, mais au-delà de l'Europe, on voit à l'occasion de cette crise à quel point les ressources énergétiques sont importantes. Mais évidemment, l'alimentation, c'est au moins aussi important, c'est au moins aussi vital, voire plus vital que l'énergie. Et aujourd'hui, donc, nous allons discuter de l'impact de cette guerre en Ukraine sur l'approvisionnement agroalimentaire en Europe et en Afrique. Qu'est-ce que cela implique à court terme et qu'est-ce que ça implique aussi probablement en termes de réorientation des politiques agricoles en Europe comme en Afrique à moyen terme. Et je crois qu'une des grandes questions qu'on se pose et que je me pose personnellement, c'est de savoir justement est-ce qu'on exagère lorsqu'on parle de risque de famine en Afrique ou dans certaines régions du continent. Est-ce qu'on est un peu dans la même exagération que lors du début de la crise sanitaire liée à COVID-19 ou est-ce qu'on a réellement aujourd'hui une situation extrêmement critique du point de vue alimentaire, la question des céréales, mais aussi la question des engrais. Et donc, je crois que les invités que nous avons, qui sont de qualité, qui travaillent sur ces questions, pourront nous apporter des éclairages absolument utiles dans cette période d'incertitude, je dirais, sur tous les plans. Donc, je ne vais pas être plus long. Je vous remercie et j'ai le plaisir de passer la parole à Sébastien Maillard, donc, qui va assurer la modération de ces échanges. Et je nous souhaite de très fructueux échanges et de très constructifs échanges. Merci beaucoup. Merci Gilles et ravi de vous retrouver et de retrouver
l'équipe de Wati pour ce troisième webinaire de dialogue, comme on les appelle, de dialogue Afrique-Europe. Effectivement, c'est la troisième du genre et j'espère qu'il y en aura encore d'autres puisqu'à chaque fois, ces regards croisés ont montré toute leur utilité pour mieux comprendre les réalités que nous partageons. Nous nous retrouvons en ce mois de juillet qui est, au moins dans l'hémisphère nord et en Europe, la saison des moissons. Mais des moissons qui se déroulent cette fois sur un continent en guerre, puisque l'invasion russe de l'Ukraine, c'est, on le sait, en fait, une guerre qui oppose deux poids lourds céréaliers. L'Ukraine, bien connue avec ses terres noires, a été le grenier à blé de l'Europe, de l'URSS en son temps, et ça reste un grand fournisseur mondial. Alors, effectivement, soyons pas trop alarmistes, on ne manque pas dans l'immédiat de céréales dans le monde, et d'ailleurs en France, où les moissons se déroulent, les récoltes de blé 2022 s'annoncent très bonnes, avec de bons rendements, contrairement d'ailleurs aux prévisions alarmistes du printemps. Les volumes sont en augmentation. Mais si on a des productions élevées et d'excellentes récoltes à venir, on a effectivement un problème pour écouler les stocks en Ukraine et après, du coup, pour stocker les nouvelles récoltes à venir, puisqu'on sait que la guerre a réduit dramatiquement les capacités de stockage et d'exportation. C'est donc ce défi logistique, si on doit le réduire dans ces termes, qui explique les cours tendus avec des prix anormalement élevés du blé. On avait vu au mois de mai le prix du blé à 438 € la tonne à la mi-mai. Donc, effectivement, ça pose un vrai problème pour les gros importateurs de céréales comme l'Égypte. On sait que l'Ukraine, ça représente 12% des importations de blé du continent africain. L'autre gros problème aussi, ce sont des engrais qui sont nécessaires pour la prochaine saison et dont la Russie est un grand exportateur mondial, mais aussi du gaz aussi qui est nécessaire pour la production de ces engrais. C'est pour ça aussi que les cours des engrais s'envolent. Alors, que faire pour déstocker, pour assurer les exportations céréalières d'Ukraine, mais aussi pour assurer la prochaine saison et prévenir des risques, je ne sais pas, de famine, mais en tout cas peut-être de pénurie avec des conséquences sociales potentiellement dramatiques. Est-ce qu'on peut produire autrement? Est-ce qu'on peut s'approvisionner autrement? Est-ce qu'il faut même revoir notre alimentation? Et pour évoquer toutes ces questions, je suis très heureux d'accueillir nos experts. D'abord, Diane Mordac, qui est chargée de publication et des études au sein du Club Déméter à Paris, qui est le think tank agricole. Merci d'être avec nous. Je salue aussi et j'accueille ma collègue Geneviève Ponce, qui dirige Europe Jacques Delors. Europe Jacques Delors, c'est la sœur bruxelloise de notre institut Jacques Delors ici. C'est vrai que Gilles, je n'ai pas pris la peine de représenter à nouveau l'Institut Jacques Delors, mais je pense qu'on est maintenant dans la troisième édition. Nos think tanks commencent à être connus de tous ceux qui nous ont rejoints. Donc, merci à Geneviève d'être avec nous depuis Bruxelles. Et puis, j'accueille également Alissa Traoré, qu'on ne voit pas, mais que vous entendrez, qui est directeur agriculture et développement rural à la commission de la CEDEAO. CEDEAO, faut-il le rappeler ici, c'est la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Et puis enfin, je passerai la parole au directeur adjoint de Feed the Future Sénégal, Ibrahima Hatz, qui est donc un projet d'appui aux réformes et aux politiques agricoles. Et je sais aussi, Dr Hatty, que vous êtes chargé de rédiger actuellement le rapport mondial sur le développement durable 2023. Mais voilà pour les invités qui sont avec nous pour avoir ces regards croisés et d'Afrique et d'Europe sur cette réalité agricole qui frappe nos deux continents. Et je voudrais donc d'abord pour nous planter le décor et nous dire quels sont un peu les rapports de force actuellement en présence, donner donc la parole à Diane Mordac pour nous présenter ce qu'on appelle la géopolitique du blé. Quelles sont les conséquences en termes économiques et les impacts de la guerre en Ukraine sur les cours mondiaux du blé, qui, je le rappelle, étaient anormalement élevés jusqu'à une date très récente. À vous, Diane Mordac. Merci beaucoup. Alors d'abord, je pense qu'il faut dire que la guerre en Ukraine remet l'enjeu alimentaire au milieu de la table sur le continent européen, qui a été habitué pendant des décennies à la sécurité alimentaire. Dans d'autres pays, c'est pas forcément une remise au milieu de la table de l'enjeu alimentaire, parce qu'il y a des pays qui sont plus ou moins impactés tous les ans par cette insécurité alimentaire. On se rappelle notamment de la crise alimentaire de 2017-2018.
Donc, au final, on se rend compte que l'agriculture retrouve son rôle essentiel, en tout cas en Europe. On avait un peu oublié ça et l'agriculture était sortie des agendas politiques. L'agriculture, c'est quelque chose de vraiment très spécifique parce que on peut considérer, par exemple, une connexion Internet essentielle aujourd'hui, notamment pour ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Mais l'alimentation, c'est quelque chose de vital. Donc, c'est-à-dire que sans alimentation, l'humanité ne survit pas. Et donc, dans nos pays, enfin dans les pays européens, on dit qu'il faut environ 2000 calories par jour pour un adulte, et ce qui est pas le cas pour tout le monde. En fait, tout le monde n'a pas cette chance d'avoir ce nombre de calories par jour. Dans le monde, il y a beaucoup d'inégalités en termes de sécurité alimentaire. Il y a 880 millions de personnes qui sont dans la faim et 2,3 milliards qui sont en situation d'insécurité alimentaire grave ou modérée, ce qui fait presque un habitant sur 3 dans le monde. Donc, la guerre en Ukraine remet le sujet alimentaire au milieu de la table, mais il ne faut pas regarder, je pense, que le sujet de la guerre en Ukraine. Il faut remettre ça dans un contexte global. Et depuis 2 ans, en fait, on voit qu'il y a surtout 4 grands facteurs d'accentuation de l'insécurité alimentaire dans le monde. Alors d'abord, il y a la crise climatique. Déjà que d'habitude, avant, sans la crise climatique, on ne pouvait pas produire de tout partout parce que les ressources ne sont pas réparties de manière égale dans le monde. Mais avec la crise climatique, ça devient de plus en plus difficile dans des régions dans lesquelles c'était déjà difficile à cause de la raréfaction des ressources. Et même si on dit que certaines zones du monde seront gagnante entre guillemets de ce réchauffement ou changement climatique, faut prendre ça avec des pincettes parce que oui, les glaces peuvent libérer la Sibérie de terre, mais il y a plein de problèmes qui apparaissent en même temps, d'ordre sanitaire surtout. Et donc en fait, on se rend compte que aussi, au travers de l'agriculture, on va demander à l'agriculture donc de réparer. On va lui demander de continuer à essayer de produire dans ce contexte de crise climatique autant qu'avant. Et en même temps, on va lui demander aussi de réparer, notamment avec la captation d'azote. Il y a un deuxième enjeu, un deuxième facteur plutôt à évoquer, c'est le facteur Chine. Donc la Chine a une population à peu près égale à celle de l'Inde. Mais au contraire de l'Inde, la Chine a une grande classe moyenne. En 2000, c'était 3% de la population qui était dans la classe moyenne. Aujourd'hui, c'est 50%. C'est plus de 50% qui est en classe moyenne. Et cette classe moyenne a une demande en consommation, par exemple, animale ou des produits sains de meilleure qualité, beaucoup plus importante qu'avant. Et tout ça dans un contexte national chinois d'urbanisation et de pollution. En 2019, la Chine est devenue le premier importateur mondial. Donc la Chine, c'est le premier producteur mondial et en même temps le premier importateur mondial. Et la Chine, on se rend compte qu'elle fait pas mal de stocks, et ce qui est aussi une conséquence de l'insécurité alimentaire en ce moment et aussi de la hausse des prix, c'est qu'il y a des stocks, pour le blé, on estime à 60% des stocks mondiaux qui se trouveraient en Chine. Et on peut se demander pourquoi la Chine fait d'aussi gros stocks. Je pense qu'il faut voir l'année 2022 comme une année assez challengeante pour la Chine, parce qu'il y a plusieurs éléments qui pourraient conduire à l'instabilité au sein du pays. Il y a déjà les problématiques avec Taïwan et Hong Kong. Il y a aussi le 20e congrès du PCC qui va avoir lieu en novembre, avec après les 10 ans de règne, savoir si le dirigeant chinois va rester au pouvoir ou non. Bon, c'est quand même chose, on pense que oui, mais on ne sait jamais, ça peut être un moment de tension. Et il y a aussi la Covid avec la stratégie zéro Covid qui ralentit énormément l'économie chinoise et qui a des conséquences partout dans le monde. Et justement, avec cette stratégie zéro Covid qui influence l'économie mondiale, on peut se dire que la Chine a un peu réussi ce qu'elle voulait, c'est-à-dire redevenir la première puissance mondiale et et en fait faire en sorte que le reste du monde soit dépendant d'elle. On peut aussi penser, par exemple, à la stratégie, aux nouvelles routes de la soie qui interconnectent la Chine avec d'autres pays et qui donc rendent essentiel cet acteur. Et puis, il y a un troisième facteur, c'est le Covid, avec, je ne vais pas revenir trop dessus, mais avec des conséquences sur la production agricole.
par exemple, dans certaines zones dans le monde, comme je pense par exemple à la Nouvelle-Zélande, c'était compliqué de récolter parce qu'il y avait pas assez de personnes, de travailleurs saisonniers. Et il y a aussi une énorme problématique avec le Covid sur l'accès à la nourriture. Accès à la nourriture parce qu'il manquait de la nourriture dans certains endroits et parce que les personnes n'avaient pas assez de ressources, parce on a vu une inflation de 28% en 2021. Donc les personnes soit n'avaient pas assez de ressources pour pouvoir se nourrir correctement, ou soit à cause de toutes les restrictions, avaient du mal à trouver les produits dans leur pays. Enfin, la guerre en Ukraine, donc, qui arrive dans ce contexte international qui est déjà complexe et perturbé. Donc, l'Ukraine, juste pour rappel, c'est 50% des exportations totales de tournesol, des exportations mondiales de tournesol, c'est 20% des exportations mondiales de maïs, 20% des exportations mondiales de colza et 12% des exportations de blé. L'Ukraine, le montant de ses exportations a été multiplié par 12 en 20 ans et en volume, c'est par 6. Donc, on se rend compte que l'Ukraine occupe une place de plus en plus importante dans le monde en termes de sécurité alimentaire et que cette agriculture, elle est le centre même de l'économie du pays parce qu'elle représente 10 à 15% du PIB, ce qui est quand même beaucoup. Dans notre pays, on est à moins de 5% du PIB. Donc, cette guerre en Ukraine, avec, comme on le sait, un embargo sur les exportations par voie maritime qui sont impossibles, ça paralyse déjà l'Ukraine en ressources parce qu'elle ne peut plus vendre, et aussi le monde en volume. Et à cela s'ajoute aussi la peur. Donc, on a vu les prix augmenter. À mi-mai, le blé tendre était monté à 430 €. Donc, c'est vraiment du jamais vu. Et en plus, il y a le facteur russe qu'il faut prendre en compte, car la Russie aussi est un très gros producteur et ne livre que à ses pays amis. Et en plus, la Russie possède d'autres ressources comme les engrais. Et donc, en fait, cette situation, d'un côté, elle nous ampute des quantités ukrainiennes et en plus, pour certains pays, des quantités russes. Pour trouver des solutions, je pense c'est important de regarder l'initiative Farm du gouvernement qui est portée par le gouvernement français à l'échelle européenne, parce qu'elle montre trois chemins qu'on pourrait prendre pour essayer de limiter les conséquences négatives de cette guerre en Ukraine. D'abord, au niveau commercial, limiter les restrictions, faire en sorte que la machine internationale commerciale continue à marcher. Ensuite, il faudrait limiter les stocks, faire en sorte qu'ils soient plus transparents, en tout cas pour qu'on sache ce qui est à disposition. Ensuite, il y a un volet solidarité pour l'Ukraine, donc aider l'Ukraine à produire, à continuer à produire et à se reconstruire. Et ensuite, on a aussi un volet de production à renforcer dans les pays qui ont encore du mal peut-être à produire autant qu'il faudrait. Donc, je pense que c'est trois chemins qu'il faudrait parcourir. Et tout ça mène à repenser un peu la stratégie européenne et savoir quelle trajectoire l'Europe dans tout ça veut prendre. Parce qu'avec le Farm to Fork et aussi ce qu'on voit en ce moment avec les restrictions de plus en plus importantes au niveau de l'azote aux Pays-Bas, on se demande quelle est la trajectoire à prendre pour l'Europe. Est-ce qu'elle veut continuer à être un gros exportateur, ou est-ce qu'elle veut se plier aux règles environnementales? Mais je pense que Madame Ponce abordera le sujet juste après moi. Merci. Merci Diane Mordac, non seulement d'avoir présenté les conséquences de cette guerre en Ukraine, mais d'avoir aussi élargi notre regard au-delà sur un temps plus long avec effectivement la crise climatique, l'impact de la Chine et puis du Covid. Et oui, vous avez terminé sur la question européenne, puisque elle se pose pour nous comme continent, comme espace producteur de céréales. Je voudrais donc me tourner vers Geneviève Ponce, qui, je rappelle, dirige l'Europe Jack Delors à Bruxelles, pour nous parler justement des conséquences de cette guerre sur les objectifs de la réforme de la politique agricole commune, puisqu'on se demande depuis que cette guerre a éclaté, depuis qu'on sait qu'il faut produire davantage pour peut-être arriver à suppléer au manque d'exportation ukrainien et russe, est-ce qu'il faut sacrifier la réforme de la PAC sur l'autel de la production agricole, et est-ce qu'effectivement ça ne remet pas en cause tous les objectifs qui étaient annoncés pour arriver à faire cette transition verte très chère à Europe Jacques Delors. Donc à vous Geneviève.
Merci beaucoup Sébastien et merci à Diane pour avoir fait une sorte d'introduction aussi. Donc Europe Jacques Delors, qui est le dernier né des instituts Delors, bien après celui que dirige Sébastien, mais après aussi celui de Berlin, est très axé sur les politiques environnementales et la notion de durabilité dans tous ses aspects et dans la lignée de la pensée de Jacques Delors. Donc, nous nous sommes intéressés notamment à la durabilité de la politique agroalimentaire européenne. Et il est clair que cette crise, que cette invasion de l'Ukraine par la Russie soulève des questions et présente des risques en ce qui concerne la poursuite du verdissement de la politique agricole commune. Alors, je vais vous parler d'abord des conséquences de cette invasion pour l'Europe. Ensuite, je vais vous dire pourquoi, à mon avis, il faut continuer dans la voie de la réforme de la PAC et finalement, comment réussir cette transformation. Donc, en ce qui concerne les conséquences, on n'est pas dans une situation tragique comme l'est par exemple l'Égypte, qui dépend en grande partie des importations de céréales d'Ukraine et de Russie. En Europe, la principale conséquence est sur les prix. L'Europe est autosuffisante en termes agroalimentaires et donc la principale conséquence qui est ressentie en Europe, c'est l'explosion des prix. On a une explosion littéralement des prix des produits agricoles, mais aussi des engrais, de l'ordre de plus 20 à 40% depuis le début de l'invasion. Alors ça présente un risque en termes d'inflation qui, en plus, est aggravé par la hausse des prix de l'énergie. Quelle est la conséquence de cette hausse des prix? C'est une forte demande de la population pour soutenir le pouvoir d'achat, mais aussi une forte demande des agriculteurs pour accroître la production afin de compenser les hausses de coûts et la baisse des importations. Cela explique que l'Union européenne a pris des mesures exceptionnelles dérogatoires à la PAC, en particulier l'assouplissement des obligations de mise en jachère des terres pour accroître la production de céréales et oléagineux cette année. Alors, on peut admettre que ces mesures se justifient pour la campagne 2022 et pour combler le manque prévu pour l'année 2023, mais notre opinion est qu'elles ne devront pas être pérennisées. L'Europe, face à cette invasion de l'Ukraine par la Russie, doit faire face principalement à trois risques. La contestation sociale, et ça se traduit par des mesures concernant le soutien du pouvoir d'achat, les appels au protectionnisme, et nous voyons que non seulement la France, mais l'Union européenne et récemment l'OMC se sont élevés contre ce risque protectionniste. Et enfin, et c'est de ça que je vais vous parler, la remise en cause des politiques de durabilité entamées avec le Pacte vert européen. Pour moi, et surtout pour Europe Jacques Delors, la question de la sécurité alimentaire et la question de la durabilité sont intimement liées. Ce sont les deux faces d'une même médaille. On comprend très bien que si on ne produit pas de façon durable, bien entendu, on va à l'encontre de la sécurité alimentaire. Donc, à moyen terme, à long terme, ces deux politiques sont incontestablement liées. Comme l'a rappelé, je crois d'ailleurs déjà Diane Mordac, nous sommes face à deux crises environnementales majeures, le changement climatique et l'érosion massive de la biodiversité. Il n'est pas raisonnable de répondre à la crise née de la guerre que la Russie mène en Ukraine en ignorant l'urgence environnementale. Donc, il faut regarder sécurité alimentaire et durabilité
agroalimentaire ensemble. Je vous donne un exemple très simple pour le comprendre. Les autres producteurs massifs possibles que sont les États-Unis et le Canada vont avoir des productions qui dépendent beaucoup du climat. Donc, ils vont pouvoir intervenir plus ou moins bien et cela dépendra de ce que le climat leur aura permis de récolter cette année. Alors, lorsque l'on parle de durabilité environnementale, quels sont les défis? Premièrement, la production alimentaire est l'un des secteurs les plus polluants. Ça représente un quart des gaz à effet de serre. On a un certain nombre de problèmes auxquels il faut faire face. Du point de vue de notre régime agroalimentaire, la surconsommation de viande, qui est à l'origine de beaucoup de ces problèmes environnementaux, mais aussi de maladies telles que l'obésité. Donc, il faut changer cette alimentation vers plus de végétal. On a aussi la question du gaspillage et des pertes alimentaires le long de la chaîne de production qu'il faut vraiment combattre avec détermination dans la situation qui est la nôtre. Et la grande dépendance des agriculteurs aux pesticides et aux engrais, dont on comprend mieux avec la crise ukrainienne à quel point elle est contraignante. Cette durabilité environnementale doit être conciliée avec la durabilité économique et sociale, c'est-à-dire une alimentation sûre et abordable pour tous et un revenu décent aux agriculteurs. Cette triple durabilité est l'ambition de la stratégie de la ferme à la table. Alors, certains disent que la stratégie de la ferme à la table ne permet pas de concilier ces durabilités, et notamment environnementales et économiques, en diminuant la production. Mais lorsqu'on y regarde de plus près, les études qui ont été faites et qui dénoncent cette baisse de production négligent 3 éléments très importants: l'innovation et la technologie qui augmenteront la productivité, la réduction du gaspillage dans la chaîne de production qui est désormais une priorité, et enfin le changement des habitudes des consommateurs qui est déjà enclenché et s'accroîtra dans les années à venir. Alors, comment arriver à tout ça? Pour nous, à Europe Jacques Delors, nous considérons que pour réussir cette stratégie de la ferme à la table et aussi le verdissement de la PAC qui va ensemble, il faut prendre un certain nombre de mesures. La première, c'est de briser les silos politiques et d'aligner les politiques sur des objectifs communs, qu'il s'agisse de la PAC, de la politique industrielle appliquée à la transformation agroalimentaire ou enfin de la politique des consommateurs. Ces objectifs communs n'existent pas ou en tout cas ne sont pas formulés et ne font pas l'objet d'un consensus dans l'Union européenne. Sur cette base, il faut développer une vision à long terme tout au long de la chaîne de valeur. Donc, dans les exploitations agricoles, on en a déjà parlé, beaucoup de recherche et développement, beaucoup d'innovation vers des pratiques plus écologiques, des cultures résistantes au climat, des infrastructures d'irrigation et l'amélioration de l'alimentation du bétail. Ensuite, si l'on remonte dans la chaîne de valeur, au niveau intermédiaire, la réduction des pertes après récolte, des infrastructures moins carbonées et une réglementation et des services pour les PME. Enfin, il faut s'occuper de l'alimentation et il faut, sans crainte et sans tabou, stimuler les alternatives aux protéines animales. Il faut aussi s'occuper de l'insertion dans le commerce international. Et là, à Europe Jacques Delors, nous avons plaidé en faveur des mesures miroirs. Il faudra aussi une meilleure gouvernance, mettre tout le monde ensemble, aussi une politique sociale vis-à-vis de ceux qui se sentiront exclus, protection sociale, formation professionnelle, et renforcer le rôle des agriculteurs en développant les outils d'une négociation équilibrée entre eux et les acteurs en aval. Voilà le programme que nous proposons au niveau européen pour réussir la durabilité qui est en même temps l'assurance d'une sécurité alimentaire, donc une réponse à ce conflit et à ses conséquences. Et ça, c'est un point certainement commun que nous avons avec l'Afrique et le reste du monde. On ne pourra pas assurer de sécurité alimentaire sur Terre
si on n'assure pas la durabilité de nos cultures. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt pour les questions. Merci beaucoup Geneviève pour la clarté de cet exposé et pour les propositions concrètes et précises qui nous montrent comment garder le cap sur la durabilité et que la guerre en Ukraine ne doit pas nous faire perdre de vue dans cette crise qu'elle génère sur des exportations céréalières. Avant de passer la parole à Alain Traoré, Geneviève parlait de questions, je signale à tous ceux qui sont branchés, qui suivent ce webinaire, que vous pouvez poser vos questions sur le chat de ce webinaire. Et dans un deuxième temps de notre échange, mon collègue Mathieu Meunier prendra vos questions et les posera à nos intervenants. Je voudrais donc, pour poursuivre ce regard croisé Europe-Afrique, me tourner donc maintenant vers Alain Traoré. Vous êtes directeur agriculture et développement rural à la commission de la CEDEAO, donc la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Vous êtes agronome de formation et de métier. Et avec vous, après avoir donc parlé avec Geneviève sur les conséquences de la guerre en Ukraine en Europe, nous allons voir les impacts de cette guerre, cette crise en Afrique de l'Ouest. À vous, Monsieur Traoré. Merci beaucoup et merci de nous faire l'honneur de participer à ces échanges. Et malheureusement, mon ordinateur refuse de montrer mon visage, mais la photo qui est affichée me représente assez bien. Alors, comme je n'ai que 7 ou 10 minutes d'intervention, je me suis permis de partager dans le chat box précisément une étude que nous avons fait réaliser. Nous avons réalisé avec le PAM et la FAO sur justement l'évaluation des risques et de l'impact de la crise russo-ukrainienne sur la production agricole dans notre espace CEDEAO. Parce que ceci, je dois rappeler le contexte que la première intervenante avait déjà soulevé. Il faut savoir que depuis plus d'une décennie, le monde entier et probablement les pays d'Afrique et en tout cas les pays de l'espace pour laquelle je travaille, l'Afrique de l'Ouest, nous faisons face à des fréquences de plus en plus rapprochées des crises alimentaires qui sont dues par plusieurs facteurs. On a eu la période Ebola, après on a eu la crise libyenne qui a fait déferler une vague de bandits et terroristes dans notre espace Sahel, déstabiliser les États, entraîner des mouvements de population, des déplacements de population, et tout ceci dans un contexte de dérèglement climatique, tantôt inondation, tantôt sécheresse aiguë, et ensuite on est tombé dans Covid, et pour couronner le tout, on tombe dans la crise russo-ukrainienne. Alors, avant la crise russo-ukrainienne et même les conflits liés au terrorisme, nous avions un mécanisme d'évaluation qui mettait régulièrement en lumière un nombre compris entre 10 et 15 millions de notre espace CEDEAO sur les 400 millions que nous comptons, qui sont chroniquement en situation d'insécurité alimentaire, sévère, moins sévère ou très, très sévère. Et nous travaillons avec ces chiffres pour essayer de les soutenir. Mais depuis 2 ans, avec la COVID-19 et cette crise, il y a eu comme un effet d'accélération. Et on table aujourd'hui sur une prévision d'à peu près 25 à 30 millions de personnes qui vont être affectées dans l'atteinte de leur sécurité alimentaire dans notre espace régional, ce qui est jamais vu parce qu'on est de l'ordre de près de 10% de notre population de 400 millions que comptent les 15 États membres de la CEDEAO. Et ça, c'est quelque chose qui nous préoccupe énormément. Alors, quand la crise russo-ukrainienne est arrivée, et immédiatement, nous avons discuté avec nos partenaires pour lancer une évaluation très rapide en utilisant des outils très, très rapides pour évaluer cette situation-là et afin de fournir des preuves, vraiment des preuves scientifiques, des effets, des éléments économiques sur les risques associés à ces conflits. Parce que la tendance, c'est de lier tous nos problèmes à la crise ou au conflit russo-ukrainien, alors qu'elle est simplement, c'est trop dire, elle est un élément
qui vient exacerber une situation qui était plus ou moins déjà en train de s'installer durablement et contre lesquelles nos pouvoirs publics vraiment se battent comme ils le peuvent pour atténuer les effets. Notre objectif, c'était d'évaluer les risques associés au conflit sur la production agricole, le commerce et les prix des produits agricoles, et également les risques humanitaires qui pourraient survenir dans les 15 États membres de la CEDEAO. Et deuxièmement, bien entendu, l'étude devait nous permettre d'identifier, de proposer des mesures. Alors, pour aller plus loin, c'est ce document que j'ai partagé avec vous, mais je voudrais prendre quelques principales conclusions de l'étude. Le premier élément, la première observation que nous faisons, c'est que la dépendance des 15 États membres de la CEDEAO à l'égard des importations de céréales est vraiment non significative au niveau régional. Parce que je pourrais parler largement du phénomène du blé. La consommation du blé, des céréales blé est très marginale pour les populations de notre espace régional. L'étude va démontrer un peu plus dans les détails qu'en réalité, c'est ceux qui vivent dans les espaces urbains qui ont peut-être au petit déjeuner l'utilisation fréquente du blé à travers le pain ou les croissants. Et la farine de blé est aussi utilisée dans d'autres aliments. Donc, c'est pour une infime petite partie de la population ouest-africaine. On n'est pas du tout comparable aux pays du Maghreb comme l'Égypte et les autres. Donc, quand toute la focalisation se fait sur le blé, il faut savoir modérer un peu les éléments d'analyse. Donc, le riz avec le blé, qui sont les principales céréales importées dans notre espace, représente 50% pour le blé, et pour le riz, pardon, mais 44% pour le blé. Et même pour le blé, cela ne représente qu'à peine 12% globalement. Donc, vous voyez un peu les éléments. Sur les huiles végétales, que les gens ont citées abondamment, il y a crise en Ukraine, on ne pourra plus avoir l'huile de soja. Je dois rappeler que la consommation d'huile dans notre espace régional, c'est essentiellement de l'huile de palme qui occupe la première place de nos importations de l'huile végétale. Près de 85% des parts de ce secteur. Alors, quand vous enlevez les 85% des samples, il vous reste 15% à regarder sur l'huile de soja, l'huile de tournesol, l'huile d'olive, l'huile de tournesol 3%, l'huile de fleur de soja 2%, l'huile d'olive 2%. Donc, franchement, ces huiles-là peuvent facilement être compensées sans gravité externe sur les habitudes alimentaires de notre espace. Le deuxième élément le plus important qui nous a un peu perturbés sur les marchés, mais qui était déjà une tendance connue, qui était liée même aux impacts de Covid, c'est l'importation des engrais. Alors, sur cette dynamique d'importation des engrais, bien que les pays de notre espace utilisent moins d'engrais, nous sommes la région la plus faible consommatrice d'engrais chimiques au monde. C'est établi à moins de 16 kg d'unités fertilisantes par hectare, alors que ceci est de 200 kg d'unités fertilisantes par hectare dans les pays d'intensification massive de la production agricole. Et nous-mêmes, nous avons dans notre politique agricole l'ambition de porter cette moyenne d'utilisation des engrais et des fertilisants chimiques à 50 kg d'unités fertilisantes par hectare. Donc, avec les perturbations sur la logistique des transports des engrais chimiques, notamment l'urée, qui est essentiellement un produit chimique de fabrication industrielle, et les autres engrais de mélange que sont le NPK, nous avons été sérieusement impactés déjà avec la crise liée à la COVID. Et naturellement, l'Ukraine et la Russie étant des zones d'approvisionnement de l'urée essentiellement, et peut-être même du DAP et d'autres engrais chimiques, nous avons été frappés de plein fouet par la rétention justement de ces stocks qui étaient là-bas, et les prix, comme Madame le disait tout à l'heure, dans notre région sont passés de $300 la tonne à plus de $900 la tonne aujourd'hui. Avec même si vous avez de l'argent aujourd'hui dans l'espace CEDEAO, vous ne pouvez pas acheter de l'engrais parce que c'est pratiquement impossible d'en trouver. Au contrario, ce qui se passe et qui est intéressant, dans notre espace régional au niveau de la CEDEAO, nous avons les seules 3 grandes unités qui fabriquent de l'engrais sont tous installées au Nigeria. Et ça, c'est le paradoxe que nous avons trouvé. Une usine qui fabrique de l'urée et deux usines qui fabriquent de l'urée, pardon, et les 3 autres usines qui font des NPK et d'autres fertilisants. Et
comme paradoxe, 75% de ce qu'ils fabriquent sont réexportés vers l'Amérique latine parce que malheureusement, dans notre espace régional, nous n'avons pas encore pu travailler sur tous les mécanismes de facilitation du commerce, alors que nous sommes censés être une zone de libre-échange qui a inspiré la zone de libre-échange continentale. Nous sommes une zone sans visa où nous avons un protocole de libre circulation des biens et des produits manufacturés dans notre espace régional. Donc, il y a un paradoxe qui est hérité de plusieurs facteurs. Pour faire partir un bateau en Europe ou en Asie, depuis le Nigeria ou en Amérique latine, c'est plus facile que de le faire partir sur Conakry ou bien sur le port de Dakar ou sur le port d'Abidjan. Mais ça, c'est d'autres problèmes structurels majeurs de l'économie mondiale telle qu'il est structuré aujourd'hui. Et une seule filiale d'une de ces entreprises installées au Nigeria et installée au Sénégal fait également des engrais de mélange à partir du phosphate et du potasse. Et donc, quand vous regardez ça, cela va remettre durablement en cause la productivité agricole dans notre espace et on estime que le manque à gagner va se situer entre 15 et 20 millions de tonnes d'équivalent céréales. Ce que nous mangeons, bien entendu. Là, on parle du riz, on parle du maïs, on parle du sorgho, on parle du mil, on parle du manioc, on parle des ignames et toutes les cultures qui ont besoin de fertilisants, quand bien même nous sommes dans les approches, d'autres on dit transition écologique, nous parlons d'agroécologie, il faut combiner une utilisation raisonnée des méthodes et des dynamiques de production. Autrement, il ne faut pas tromper les gens non plus à aller dans une dynamique d'agroécologie où on n'a pas toutes les techniques qui permettent d'obtenir les meilleures productivités nécessaires. Il faut une utilisation raisonnée, durable des systèmes de fertilisation agricole, chimique et organique, etc. Tous ces éléments combinés ensemble vont nous permettre d'y arriver. Alors, ce que nous avons, cette étude a révélé tous ces éléments de base et ceci nous a permis d'organiser une réunion à notre niveau pour en établir tout un ensemble de propositions et de solutions pour inspirer les États. Le dernier élément que l'étude aussi a révélé, je crois que c'est partout dans le monde, c'est les effets d'inflation, de dépréciation des monnaies diverses. La monnaie CFA, les monnaies spécifiques du Nigeria, de la Sierra Leone, du Libéria, etc. Il y a une inflation globale, mondialisée aujourd'hui, et ceci va impacter sur les indices de prix de façon globale des denrées alimentaires au niveau mondial. Il est de plus de 12% en mars 2022 par rapport à février 2022 dans notre espace régional. Et c'est le plus haut niveau de ces indices de prix, l'indice de prix FAO, c'est le plus haut niveau atteint aujourd'hui depuis la création de cet indice de prix en 1990. Donc, cette augmentation est principalement attribuable, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau record atteint par l'augmentation des sous-indices de tous les produits alimentaires que les uns et les autres ont cités. Il faut y ajouter les produits laitiers et autres. Mais tout ceci pour dire que le risque donc accru d'une nouvelle crise alimentaire et même de la dette pour atteindre peut-être les niveaux des années 70 à 80 pour certains pays est bel et bien avéré. Il est bel et bien avéré. Et c'est pour cela que la réponse qui est organisée aujourd'hui au niveau de la CEDEAO par les leaders, elle n'est pas seulement que sur les questions sécurité alimentaire. Madame parlait tout à l'heure dans le cadre de la politique agricole de la PAC, de l'Union européenne. Nous, au niveau de la CEDEAO, c'est vrai, on traite dans le cadre de la politique agricole de la CEDEAO, mais les États ont une approche globale de traiter des questions de dette, des questions structurelles et des questions de durabilité. Je vous donne un exemple. Cette année, on ne pourra jamais, on a été à la conclusion nette qu'on ne peut pas satisfaire les besoins en engrais de nos producteurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais par contre, il ne faut pas que 2023 soit une année aussi qui nous surprenne. Afin que nous puissions préparer 2023, quels que soient les coûts qui vont arriver, il faut que les États soient structurés pour préparer 2023 de façon harmonieuse. Et l'autre élément, naturellement, le dernier point, c'est l'augmentation des prix des hydrocarbures qui ont aussi été révélés dans les études parce que ça impacte les coûts des transports. En termes de mesures que nous avons proposées, et ce que je suis en train de vous dire là, a déjà été proposé à notre réunion du Conseil, le Conseil statutaire de la CEDEAO, et même au sommet des chefs d'État. Vous avez dû suivre les levées des embargos sur le Mali, d'autres pays,
et la levée d'un certain nombre de restrictions aux frontières. Parce que malheureusement, quand de telles crises arrivent, la première réaction des pays, c'est de fermer les frontières. Or, dans le cas de la CEDEAO, je ne sais pas pour le reste des autres pays qui ne sont pas de l'espace CEDEAO, nous sommes dans un régime de libre-échange, de protocole de libre circulation des biens et des personnes. Il y a une interconnexion de la complémentarité des agricultures et des systèmes alimentaires. La pâte de manioc, tous les produits issus du manioc, le gari, le tapioca, vont bouger vers la Côte d'Ivoire où il y a un excès de production vers les pays du Sahel pour les alimenter. De la même façon, le bétail va quitter les pays du Sahel pour alimenter la Côte d'Ivoire. De la même façon, les oignons vont quitter le Niger pour alimenter les autres pays côtiers. Les ananas, certains des fruits et certains tubercules comme les ignames, la banane plantain, etc., vont quitter les pays côtiers pour aller dans d'autres pays. Donc, cette complémentarité régionale est exceptionnelle et elle est fondamentale à l'atteinte de la sécurité alimentaire. Et c'est pour cela que ces mesures ont été proposées et les États les ont adoptées récemment à la conférence des chefs d'État du 3 juillet pour que les pays lèvent les obstacles, suppriment les obstacles liés au commerce, ne serait-ce qu'entre nous. On ne peut pas le faire peut-être avec le reste du monde, mais dans l'espace CEDEAO, ce sont des mesures qui sont à notre portée. Il faut aussi réduire la pression sur les marchés en augmentant les approvisionnements en nourriture et en engrais. Il faut soutenir la production alimentaire locale. On a vu des grandes institutions dire, bon, pour répondre à la crise russo-ukrainienne, notre priorité numéro 1, c'est le soja et c'est le blé. Je suis désolé, ça ne nous concerne pas. Chez nous, la priorité, c'est le riz, c'est le maïs, c'est le manioc, c'est le l'igname, ce sont les produits carnés, l'élevage du poisson, de l'aviculture. Donc, nous sommes dans un contexte d'endogénisation de nos habitudes alimentaires. Et je dois même le dire, ce que les gens ne savent pas, il y a une production séculaire de blé dans notre espace régional, particulièrement dans une région qui s'appelle Diré à Koundam, à Tombouctou, où c'est ce blé-là qui constitue la base de la production du pain local pour toutes les populations qui y sont habituées depuis des centaines d'années. Et il y a eu des efforts à l'époque pour leur donner des variétés pour faire la production. Il y a des tests de production de blé dans d'autres pays. Mais au-delà de ça, on est capable aujourd'hui, avec les technologies de la recherche, nous avons appelé ça les réponses smart et climat. Nous avons la capacité de faire du pain aujourd'hui avec la farine de manioc, avec la farine de petit mil, avec la farine de maïs. Donc, la crise russo-ukrainienne, yes, elle a des implications terribles sur notre économie, mais c'est le moment aussi pour les économies locales de se réadapter, de saisir ces opportunités pour se réinventer et construire leur système alimentaire sur la base de ce que la majorité des populations consomment au quotidien. Je ne sais pas combien de jours je n'ai pas mangé du pain à base de blé, parce que ce n'est pas la base de mon alimentation essentiellement, mais on ne peut pas faire une focalisation sur ça. Nous avons d'autres matières grasses végétales qui existent. Nous avons aussi une dynamique aujourd'hui où nous voulons aller vers les protéines végétales sur la base des productions végétales protéiniques. Le niébé, les pois d'Angole et d'autres éléments peuvent être stimulés par les politiques publiques au niveau national pour aller dans ce sens. Et finalement, je m'en arrêterai là, nous avons encouragé les États à réfléchir à des commandes groupées. À l'époque, c'était des choses qui n'étaient pas possibles. Quand je vois l'Union européenne en train de s'entendre pour commander du gaz ensemble, je me pose la question et nous avons posé la même question à nos décideurs pour dire, mais si eux, ils sont capables de s'entendre pour commander du gaz, mais entendez-vous aussi pour commander de l'urée et du NPK, pour mettre la pression sur les fournisseurs et peser dans les négociations internationales. Donc, nous avons mis toutes ces conclusions et ces réponses en place. Et je voudrais m'arrêter là encore une fois en restant disponible pour répondre aux questions éventuelles. Nous avons analysé, pour résumer, la crise. Nous avons vu ses impacts, c'est mitigé parfois, mais ce n'est pas aussi grave qu'on aurait pu. Il n'y aura pas une catastrophe humanitaire parce que nous n'avons pas de blé ou nous n'avons pas de l'huile de tournesol, nous n'avons pas d'huile de soja. Non. Nous allons avoir des catastrophes liées au prix, à la perturbation des prix des denrées alimentaires, liées aux questions de logistique et de tout un ensemble de choses. Et si nous bâtissons nos stratégies sur les complémentarités régionales
les 3 usines du Nigeria qui fabriquent de l'engrais et la filiale qui est au Sénégal sont capables de produire en moins de 3 mois les besoins d'engrais des 15 États membres de la CEDEAO. Ça, c'est quelque chose aussi que nous avons constaté et nous avons mis ça sur la table pour un peu relativiser certaines assertions ou certains commentaires à propos de l'Afrique. L'Afrique est multiculturelle et multidimensionnelle. Et moi, je ne fais que vous dire ce qui se passe dans l'espace CEDEAO. Je vous remercie. Merci Alain Sy Traoré d'avoir ainsi relativisé l'importance du blé dans l'alimentation africaine, du moins ouest-africaine, et rappeler aussi le dynamisme du marché intérieur ouest-africain pour permettre cette alimentation et par exemple aussi tous les différents produits dérivés du manioc qui permettent avant tout de permettre cette alimentation et de voir effectivement peut-être de nous rassurer aussi sur l'impact de cette crise ukrainienne qui nous rappelle aussi, et vous l'avez souligné, les différentes vulnérabilités qu'il y a dans les transports ou l'effet que ça a sur les prix. Je voudrais donc, dans cette perspective, me tourner vers notre 4e et dernier intervenant de ce webinaire, Dr Ibrahima Ati. Vous êtes directeur adjoint de Feed the Future Sénégal, qui est un projet d'appui aux réformes et aux politiques agricoles. Et comme je le disais, vous avez aussi été chargé de rédiger le rapport mondial sur le développement durable 2023, dont je pense la lecture nous sera à tous très profitable. Je voudrais donc vous passer la parole à présent pour nous présenter les pistes qui nous permettraient de réduire les vulnérabilités qui sont liées à la dépendance à certaines importations, comme celle en crise actuellement. À vous. Merci beaucoup, Sébastien. Je me réjouis de l'invitation du think tank Wati et de l'Institut Jacques Delors à cet important webinaire. Je dois juste préciser que je suis aussi chercheur à l'IPAR. l'IPAR est un think tank ouest-africain basé ici à Dakar. Je me félicite de venir juste après Alain Sy Traoré parce qu'il me facilite la tâche en faisant une excellente présentation sur les conséquences de cette crise sur l'Afrique de l'Ouest. Et je n'ai plus besoin, par exemple, de revenir sur certaines des questions qu'il a bien soulevées. J'ai eu la chance aussi de lire le rapport qui a été à la base de sa communication. On m'a demandé donc de parler plutôt de pistes de solutions. On sait que cette crise ukrainienne, comme l'a dit tout à l'heure Alain Sy Traoré, révèle de nombreuses vulnérabilités qui sont liées à la dépendance aux importations, mais aussi à la juxtaposition de plusieurs chocs et d'aléas. Il a parlé de la pandémie, de la variabilité climatique, des conflits, etc. Et je dirais aussi souvent de l'absence de politique alimentaire dans la plupart de nos États. Et dans ma présentation, je vais parler très peu des mesures de court terme. Tout à l'heure, Alain a abordé certaines de ces mesures, notamment la nécessité de favoriser l'accès des petits producteurs aux engrais en accroissant les capacités de production des entreprises dont il a parlé tout à l'heure. L'amélioration des mécanismes de subvention aussi, la régulation aussi des prix, sur les prix, etc. etc. Il faut aussi penser à soutenir les ménages les plus vulnérables par une expansion des systèmes de production et tout cela, il en a parlé. Je mettrai plutôt l'accent sur les mesures structurelles de moyen et long terme et je vais parler principalement de deux choses. La première, c'est la nécessité d'élaborer une politique alimentaire holistique, aussi bien au niveau des différents États africains, et je mettrai l'accent sur l'Afrique de l'Ouest, qu'au niveau régional. Je pense que la réponse aux problèmes auxquels nous sommes confrontés depuis plusieurs années ne peut pas être seulement la réponse de l'agriculture. C'est plutôt une réponse multisectorielle et
seule une politique alimentaire holistique peut apporter une réponse à ça. Et une politique alimentaire holistique devrait avoir deux supports. Le premier support devrait répondre à une question fondamentale, c'est quel régime alimentaire souhaitons-nous promouvoir? Et à ce propos, je me réjouis de ce qu'Alain a dit sur ce que les Africains consomment actuellement, même si en observant les changements, disons, démographiques et les changements liés à l'urbanisation, on voit que les régimes alimentaires aussi changent, le comportement du consommateur change, ses préférences aussi changent, ce qui fait que la politique qui doit être mise en place doit s'intéresser à ces comportements du consommateur et essayer d'influer sur ses préférences. La deuxième question fondamentale, c'est comment assurer un approvisionnement suffisant et stable en aliments sûrs et nutritifs. Et cela, c'est un immense programme autour des chaînes d'approvisionnement, ce qui va des systèmes de production jusqu'au, disons, aux chaînes de stockage, de distribution, au niveau de la transformation au marché, etc. Et à ce niveau, il faudrait effectivement travailler en essayant d'exploiter et d'adopter des technologies améliorées, aussi bien au niveau des semences, ça on le sait déjà, mais à tous les niveaux, mettre l'accent aussi sur la recherche et le conseil, accroître les investissements publics dans ce secteur-là, notamment au niveau des infrastructures, au niveau des routes, mais aller au-delà, au niveau de la maîtrise de l'eau, créer un environnement favorable aussi pour que le secteur privé puisse investir et soutenir les acteurs, les principaux acteurs par des modèles de financement, disons, innovants, renforcer aussi les compétences entrepreneuriales des jeunes et des femmes. Et tout cela, faire en sorte que du point de vue de l'agriculture aussi, promouvoir une agriculture intelligente. Tout à l'heure, Alain a plutôt fait des propositions dans le sens d'une agriculture intelligente. Mais l'un des maillons sur lesquels il faudra vraiment travailler, c'est sur le changement aussi des habitudes alimentaires. Il y a quelques enjeux de cette politique alimentaire qu'il faut mettre en exergue. Le premier enjeu, c'est autour des dynamiques démographiques et des changements démographiques et d'occupation du sol. Aujourd'hui, on se rend compte aussi que la plupart des politiques agricoles promeuvent une spécialisation alors que notre sous-région était déjà ancrée dans des systèmes de production très diversifiés qu'il faut soutenir. Il faut aussi travailler sur améliorer la transformation de ces produits, mais surtout travailler au développement d'une économie alimentaire qui soit centrée sur nos ressources internes. Et tout à l'heure, Alain en parlait de ça aussi. Donc, comment faire en sorte qu'on développe cette économie alimentaire qui est aussi déjà très, très importante. À titre d'exemple, l'économie alimentaire de l'Afrique de l'Ouest est estimée à plus de 178 milliards de dollars. Donc, et on sait que cette économie alimentaire est très peu soutenue et elle pourrait dépasser largement ces chiffres. Mais la mise en place d'une politique alimentaire suppose aussi de travailler sur les cohérences avec les autres politiques parce que la politique alimentaire doit s'adosser sur une politique agricole, elle doit s'adosser sur une politique d'élevage, une politique de pêche, sur la politique commerciale, sur la politique de nutrition, sur la politique industrielle, sur la politique de santé, sur la politique de protection sociale. Tout cela fait qu'il faut une gouvernance multi-acteurs et une gouvernance multisecteur qui permettent d'avoir cette politique alimentaire et avoir une cohérence par rapport à ces différents. Et j'aimerais, par rapport à cette politique, insister sur un outil qui pourrait permettre à nos États, notamment en Afrique de l'Ouest, de pouvoir très rapidement aller vers la transformation de nos systèmes alimentaires qui permettent d'avoir une
production qui soit durable, donc des systèmes de production durables, mais aussi une alimentation saine avec des régimes alimentaires sains. Et cet outil, ce sont les marchés publics alimentaires, ou bien on les appelle aussi des marchés institutionnels. Cet outil peut être un outil très, très puissant pour transformer nos systèmes alimentaires. L'ampleur de la demande alimentaire du secteur public, et quand on parle de demande alimentaire, on sait que nos États prennent en charge les armées, prennent en charge les universités, certaines écoles, l'alimentation donc de ces différentes institutions, les prisons, etc. Et cette demande alimentaire du secteur public, avec ces marchés institutionnels, peut influencer fortement les modes de consommation et de production alimentaire et offrir des avantages au plan social, économique et environnemental. Il faudrait simplement mettre un cadre politique et réglementaire adéquat. Et si ce cadre politique et réglementaire est mis en place, ces marchés publics pourraient déterminer, par exemple, le type d'aliments qui pourraient être achetés en fonction de leur localisation, de la diversité, de l'acceptabilité culturelle et sociale, etc. Mais aussi cibler les sources d'approvisionnement en ciblant les petits producteurs, en ciblant les petites et moyennes entreprises, en ciblant peut-être des jeunes et des femmes ou bien des personnes vulnérables, et mettre l'accent sur des types de production qui soient durables. Au préalable, pour que ces marchés publics ou bien ces marchés institutionnels puissent radicalement transformer nos systèmes alimentaires et influer sur nos modes de consommation et de production, il y a des leviers sur lesquels on devrait s'appuyer. J'ai parlé tout à l'heure d'un cadre réglementaire qui soit approprié, et ça nécessite aussi une gouvernance multipartite. Il faudrait aussi des modèles de financement qui puissent accompagner ce type de marché public. Avoir aussi, disons, cette gouvernance multipartite où des actions individuelles et collectives peuvent pousser à l'élaboration de ces cadres réglementaires, capaciter les acteurs de ces différentes chaînes alimentaires et aussi exploiter la science et la technologie afin que les changements qui sont voulus puissent être obtenus. Et ces marchés publics alimentaires constituent un énorme potentiel pour procurer des bénéfices aussi bien pour les producteurs que les consommateurs ainsi que toute la communauté, en faisant un lien étroit entre l'agriculture, la santé et la nutrition, en permettant au gouvernement de poursuivre des objectifs à la fois de durabilité environnementale, sociale et économique. Et il y a énormément d'exemples qui ne sont pas mis à l'échelle, mais qui permettent d'illustrer ce que je viens de dire. Il y a un programme national d'alimentation scolaire au Brésil qui a permis, on sait qu'au Brésil, c'est plutôt de grandes exploitations, mais ce programme national d'alimentation a permis de favoriser la transition des exploitations familiales vers des systèmes agricoles très diversifiés, en soutenant l'autonomie des agriculteurs, en les intégrant à ces marchés institutionnels, en soutenant aussi la demande d'agrobiodiversité avec des incitations pour des pratiques agroécologiques et en reliant la production et la consommation au niveau municipal, par exemple. Donc, ce sont des exemples qui peuvent être mis à l'échelle, etc. Je termine juste en évoquant deux études importantes sur lesquelles nous pouvons nous baser ici aussi en Afrique pour aller vers la transformation de ces systèmes alimentaires. La première étude, c'est le panel mondial sur les systèmes alimentaires pour la nutrition. Et le second, c'est le rapport global 2021 pour transformer les systèmes alimentaires après Covid, avec des exemples très intéressants qui montrent que nous pouvons disposer des aliments de base en quantité suffisante, riches en nutriments et produits de manière durable, et appuyer leur production et travailler aussi à ce que des régimes alimentaires sains et durables soient abordables pour tous. Je m'arrête là en attendant les discussions qui ne manqueront pas avec les questions qui seront posées par le ministre. À vous.
Grand merci, docteur Athé, pour cet exposé où vous nous avez montré comment, à partir des vulnérabilités identifiées je dirais, durant cette crise, eh bien, nous avons effectivement beaucoup de possibilités. Vous avez des possibilités locales pour développer toute une politique alimentaire qui puisse être autosuffisante et moins dépendre ainsi des importations. Et ça touche effectivement à beaucoup de secteurs différents. Pendant votre exposé et ceux qui ont précédé, beaucoup de questions ont alimenté le chat de ce webinaire. Je vais donc passer le relais, passer l'antenne, si j'ose dire, à mon collègue Mathieu Meunier, qui va maintenant, pour la toute petite demi-heure, même plutôt une bonne vingtaine de minutes qui nous reste, vous adresser les questions venant du public. À toi, Mathieu. Merci beaucoup, Sébastien. En effet, je vais mettre immédiatement les pieds dans le plat en posant des questions. Je vais peut-être essayer de poser plutôt 2 questions à la fois hein, pour qu'on puisse en prendre un maximum. La première question qu'on a reçue, je vais l'adresser à Madame Mordac suite à son intervention. Vous avez évoqué dans le cadre de l'initiative FARM la nécessité et l'importance de la relance des échanges internationaux, notamment sur les produits agroalimentaires. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'importance en fait, de cette relance? Quel impact elle peut avoir et selon quels termes est-ce qu'elle peut se dérouler? La relance du commerce alimentaire, c'est ça? Ouais, en fait, il faut que le commerce, je pense qu'il faut que le commerce alimentaire reste le plus fluide possible parce que justement, en fait, au-delà du manque d'aliments qu'on pourrait croire, c'est plutôt tout ce qui est logistique et transport qui peine. Et en fait, on se retrouve avec des quantités trop importantes dans certains endroits et peu assez importantes dans d'autres. Et c'est justement, je parlais de Farm, dont l'un des 3 piliers, c'est de soutenir le commerce et aussi par rapport à cette initiative Farm, en fait, ces 3 chemins, donc le commerce, la solidarité et la production, peuvent être appliqués au niveau mondial parce qu'ils ont été dessinés en fait en accord avec l'OMC, par exemple, le PAM ou la FIDA encore. Et en fait, au sein de ces instances, on l'a vu le mois dernier au sein de l'OMC, il y a justement les 164 pays, les 164 membres de l'OMC se sont mis d'accord sur justement limiter ces restrictions aux exportations. Donc en fait, Farm, c'est plutôt un guide avec plusieurs chemins et après les instances différentes internationales peuvent orienter les politiques à ce niveau-là. Merci beaucoup, Monsieur Traoré. Je vais me tourner vers vous maintenant avec une question sur la pénurie d'engrais et notamment l'augmentation des prix que vous avez détaillés et qui sont assez exceptionnels. Quelles en sont les causes plus précises? Et peut-être une deuxième question annexe. Vous avez parlé de la capacité de production en Afrique de l'Ouest d'engrais. Quels sont les freins à une réorientation de l'exportation de ces usines de production vers des pays voisins et des pays africains? Merci pour les 2 questions. Je pense que la première question, les causes sont multifactorielles. Hein. Comme je l'avais indiqué, avant Covid, avant vraiment l'effet Covid, on avait des prix raisonnables. Enfin, raisonnables, ça dépend encore de comment on le prend. Entre 250 $300 la tonne, que ce soit pour l'urée et puis les NPK, les différents mélanges ou les engrais simples qui venaient dans notre espace régional. Donc, c'est beaucoup plus, Madame l'avait dit tout à l'heure, c'est les perturbations de logistique de transport international dès lors qu'on a été tous embarqués dans le problème du Covid. Ça, c'est essentiellement cet élément-là qui était le facteur déterminant. Le deuxième facteur déterminant, bon, vous avez aussi, comment on appelle ça, l'émiettement des différentes commandes. Quand vous avez un importateur qui commande 40 tonnes depuis la Chine, ce n'est pas la même proportion de quantité que lorsqu'ils se mettent ensemble pour commander 40 000 tonnes ou pour commander 50 000 tonnes, etc. Donc, les facteurs de regroupement de la demande, de l'émiettement de la demande ont été assez parlants sur les différents prix. Donc, voilà un peu globalement sur ça. Nous, on a même fait un suivi avec une organisation partenaire IFDC sur aussi les corridors de logistique de transport transfrontalier. Vous imaginez qu'un pays comme le Mali,
qui doit aller chercher son engrais au port d'Abidjan va faire face, par exemple, à plusieurs checkpoints liés aux forces de sécurité, etc. Tout ceci qui renchérissent un peu les prix de leurs marchandises. Et c'est la même chose pour d'autres pays de l'Interland comme le Burkina Faso ou le Niger. Et il y a aussi d'autres facteurs au niveau des ports où on ne traite pas l'engrais comme un produit de niveau de première nécessité au même titre, par exemple, que le riz ou d'autres denrées alimentaires qui arrivent au port. Donc, l'un mis dans l'autre, tous ces éléments-là favorisent comment vous appelez ça, le renchérissement des prix. La deuxième question, elle est beaucoup plus difficile à traiter parce que l'intégration régionale n'est pas encore parfaite, elle n'est pas encore au top. Il y a quelques unités de mélange d'engrais qui existent dans certains pays, comme le Mali, le Niger et même au Nigeria, il y a plus de 200 unités de mélange d'engrais. Mais là, on parle surtout des usines qui fabriquent les matières premières et qui permettent aux industries de mélange d'y avoir accès et de pouvoir s'installer à proximité des zones et des bassins de production auprès des producteurs et de leur proposer des engrais adaptés sur la base des analyses des déficiences de sol dans les bassins de périmètre de riz ou dans les grands bassins de production de coton ou les grands bassins de production de maïs, par exemple. Et la difficulté majeure, c'est la connexion, encore une fois, de la chaîne logistique. Et je l'avais dit tout à l'heure, on a fait des scénarios avec Indorama et puis Dangote Fertilizer où on voudrait faire des opérations pilotes de transport de bateaux d'engrais depuis Port-Harcourt ou depuis le port de Lagos pour aller juste à côté à Cotonou. Je vous dis, ça fait rigoler, juste à Cotonou, au port de Cotonou, ou pour arriver à Dakar ou pour arriver à Abidjan. C'est pratiquement quelque chose qui est encore pour le moment difficile. Je ne suis pas spécialiste des questions de logistique. Vous pourriez organiser un séminaire tout spécifique là-dessus, mais il y a beaucoup de choses. Et ils nous disent tout simplement qu'il est plus facile pour nous d'envoyer un conteneur d'engrais au Brésil, en Amérique latine, plutôt que de quitter le Nigeria pour l'amener dans d'autres pays de la CEDEAO. Si vous embarquez dans le transport routier, c'est encore la croix et la bannière parce que les infrastructures routières ne sont pas au top de leur performance et on fait face encore aujourd'hui aux questions de terrorisme et de sécurité. Rien ne peut vous garantir que si vous alignez une colonne de 50 camions chargés, chacun de 30 tonnes d'engrais, qui est sur la route et qui va arriver au Burkina Faso, vous ne pouvez pas me donner la garantie que ces gens-là ne vont pas être victimes d'attaques ou de tout autre acte de piraterie compte tenu du phénomène d'insécurité. Donc, les pays font face à ces réels enjeux-là actuellement. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est vraiment ça les enjeux actuellement. Merci. Merci beaucoup. J'en profite simplement, puisque que vous l'avez mentionné, on s'éloigne un tout petit peu du sujet du webinaire, mais un de nos auditeurs, M. Gay, nous demande quel est l'impact des attaques terroristes sur la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest, avec notamment la réduction des terres cultivées. Donc, peut-être, M. Traoré, je vous laisse rebondir là-dessus, puisque vous l'avez évoqué dans votre propos. C'est terrible. C'est terrible. C'est le principal facteur aujourd'hui. Depuis les 6 ou 7 dernières années, c'est le principal facteur aujourd'hui de notre insécurité alimentaire. On n'a pas le temps, mais on a fait tous les scénarios, on a remarqué que notre productivité s'est énormément accrue. L'efficacité de la production et de la productivité s'est accrue. La mise à disposition des variétés résilientes au changement climatique, dérèglement climatique, etc., à la sécheresse, nous les avons. Mais quand vous avez au Burkina Faso 2 millions de personnes qui sont déplacées, ça veut dire, quand ils sont déplacés, ça veut dire quoi? Ils ne produisent plus. Ils ont abandonné leurs terres. Et en imaginant que chacun d'eux a même un quart d'hectare, ça vous fait des manques de production. C'est immédiat, c'est terrible. Et ils vont aller s'installer dans des zones où peut-être le disponible alimentaire aussi n'y est pas. La suffisance alimentaire n'y est pas. Donc ça, ce sont des problèmes immédiats auxquels on fait face. Il y a eu des déplacés et la peur même de l'insécurité au nord du Nigeria, nous en avons fait face à plusieurs reprises. Et entraîne des mouvements de population qui deviennent tout simplement des personnes démunies, vulnérables et incapables de faire quoi que ce soit, de produire et de subvenir à leurs besoins et donc de devenir totalement dépendants de l'aide alimentaire. Et dans les 30 millions qu'on a estimés qui vont rentrer en situation de vulnérabilité alimentaire, vous avez près de 8 millions à 12 millions seulement qui sont liés au déplacement
liées aux crises et à l'insécurité alimentaire. C'est terrible. C'est terrible. Tout le bassin du lac Tchad, le nord-est du Nigeria, une partie du Niger, une bonne partie du Mali, au Burkina Faso, c'est dramatique, etc., etc. Donc, ce sont des facteurs de déstabilisation et vraiment de mise à l'épreuve de la sécurité alimentaire. Si on avait le temps de vous montrer notre carte de la vulnérabilité, vous allez voir que toutes les zones où nous avons l'insécurité alimentaire chronique, ce sont les zones de conflit et de guerre et de terrorisme. C'est net et il y a un parallélisme pur et simple qui est vraiment démontré aujourd'hui. Merci beaucoup pour vos réponses très complètes. Madame Pons, je me tourne désormais vers vous et on a reçu donc deux questions suite à votre présentation. Donc, la première question vous demande de détailler les mesures miroirs que vous avez évoquées, les mesures miroirs que propose Europe Jacques Delors. Et enfin, une question sur l'impact des mesures anti-gaspillage. Quelles sont-elles et quel rôle peuvent-elles jouer dans l'accroissement de la production agroalimentaire et le défi d'une production plus durable? Merci Mathieu. En ce qui concerne les mesures miroirs, donc nous avons publié, Europe Jacques Delors, un papier avant que la Commission elle-même d'ailleurs en fasse autant. Qu'est-ce que ça veut dire mesures miroirs? C'est l'application aux produits importés des mêmes règles que celles qui s'appliquent aux produits domestiques. Alors ça n'est pas toujours possible. Il faut respecter les règles de l'OMC en particulier. Et je voudrais insister sur le fait que l'objectif doit être, par exemple, c'est le plus frappant, de protéger la santé animale, végétale ou bien sûr humaine. Vous avez d'autres conditions à respecter, comme toujours, non-discrimination, proportionnalité, etc., qui sont des conditions classiques en droit international et en particulier dans le droit de l'OMC. Donc ça, ce sont les mesures miroirs. J'ai parlé aussi de la réduction des pertes après récolte. Alors là, il y a toutes sortes de gens qui sont certainement de meilleurs spécialistes de la question qu'un think tank européen, Europe Jacques Delors. Néanmoins, on comprend bien que ça a quelque chose à voir avec les capacités de stockage. Donc, il faut que le stockage soit hermétique et conserve la qualité des aliments. C'est par exemple des questions de séchage pour les céréales. C'est aussi bien sûr des questions de transport, de mise en relation avec les marchés existants, aussi de transport frigorifique, etc. Donc il y a un certain nombre de mesures qui sont à prendre pour faire face aux principales pertes après récolte. Voilà. Merci beaucoup. J'aimerais bien me tourner maintenant vers Monsieur Atty. On en a parlé des problèmes d'approvisionnement, mais on a aussi parlé de la question de l'inflation et de la baisse du pouvoir d'achat. On sait qu'en Europe, beaucoup d'inquiétudes sont formulées, notamment à l'approche de l'automne, sur le retour de l'inflation et la chute du pouvoir d'achat. Que peut-on dire dans les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique sur cette question-là? Est-ce que c'est une crainte aussi partagée par l'Union africaine? Oui, parfaitement. Nous savons qu'avec les problèmes même bien avant la crise ukrainienne, les problèmes de logistique, les conséquences de la COVID-19, les problèmes aussi de conflits en Afrique de l'Ouest et récemment aussi la fermeture de certaines frontières avec le Mali. Tout cela a eu un impact sur les prix. Donc, les prix augmentent fortement, et notamment les prix des biens alimentaires. Et si on se réfère à ce qui s'est passé en 2009-2010, 2008-2009-2010, avec la crise des prix alimentaires, il y a eu en ce temps des manifestations contre l'inflation dans beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest. Actuellement, bon, nous ne pouvons pas faire de prophétie à ce niveau, mais les risques sont réels puisque nous sommes en train de subir l'inflation qui est liée d'une part au renchérissement du transport,
renchissement de l'énergie, etc. Et tous ces facteurs font que la population va être durement touchée. Si en plus de cela, la production ne suit pas, avec les risques de ne pas pouvoir avoir de l'engrais, heureusement que les prévisions météorologiques sont bonnes, la pluviométrie risque d'être bonne et peut-être que l'impact sur la production peut être moindre, compte tenu du fait que l'engrais en dehors de certains produits peut ne pas être, disons, très essentiel pour les résultats. Peut-être que cela peut atténuer les problèmes, mais effectivement, il y a des risques réels au niveau de la sous-région. Et je pense que les autorités publiques de la sous-région ouest africaine sont conscientes de cela et sont en train de prendre des mesures de court terme. Mais au-delà de ces mesures de court terme, je pense qu'il faudrait, compte tenu du fait que l'essentiel des facteurs qui sont évoqués sont des facteurs composites, il faudrait qu'on réfléchisse plus à long terme pour pouvoir juguler ces problèmes. Merci beaucoup. Je me permets une deuxième question dans la foulée. Quels sont les pays ouest-africains, selon vous, qui ont fait le plus de progrès dans la production agricole ces 10 dernières années et qui peuvent servir et peuvent-ils servir d'exemple pour les autres? Je pense que la plupart des pays de la sous-région ont fait des progrès. Si on se réfère à ce qui s'est passé en 2008-2009, beaucoup de pays de la sous-région, sous l'égide de la CEDEAO, ont mis en place des politiques hardies, notamment par rapport à la production de riz. Parce qu'en 2008-2009, c'était surtout le riz qui était problématique. Donc, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits à ce niveau-là en mettant en place des politiques d'autosuffisance en riz. Et les résultats ont été largement positifs, même si on n'a pas atteint tous les résultats escomptés. Et il y a eu aussi des efforts dans, disons, la mise en place de semences sélectionnées dans la plupart des pays africains. Il y a eu des efforts de mise en place de ces technologies, ce qui fait que lorsqu'on fait la comparaison entre il y a une dizaine d'années et maintenant, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été réalisés. Maintenant, la réalité, c'est qu'au même moment où on a fait des progrès en termes de productivité, où les rendements ont augmenté dans la plupart des pays de la sous-région, au même moment, les problèmes de conflit et la COVID, les différentes distorsions qui ont eu lieu ont fait qu'il y a eu des reculs aussi dans certaines zones. Tout à l'heure, on a donné l'exemple du Burkina Faso, on a donné l'exemple du Mali. Les pays qui sont réellement dans une situation conflictuelle ont vu aussi une partie de leur production baisser et c'est tout à fait normal parce qu'une bonne partie de la population est en déplacement ne peut plus produire. Merci beaucoup. Et pour finir cette session de questions-réponses, j'aimerais peut-être avoir une question un petit peu plus ouverte à l'ensemble de nos intervenants et intervenantes. Selon les propos qui ont été tenus aujourd'hui, le risque de pénurie alimentaire lié à la guerre en Ukraine a été quand même relativisé dans les interventions successives. Est-ce qu'on peut dire que cette crise en Ukraine, finalement, a un impact plus important sur l'approvisionnement agroalimentaire en Europe plutôt qu'en Afrique? Je laisse c'est une question assez ouverte, donc je laisse plusieurs intervenants. Madame Ponce, je vois que vous voulez réagir. Oui, en fait, comme ça nous a été vraiment bien dit par nos intervenants au sujet de l'Afrique de l'Ouest n'est pas une grande consommatrice de blé, par exemple, hein, et ni d'huile de tournesol. En revanche, vous avez des pays d'Afrique, comme l'Égypte, hein, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est vrai pour l'Afrique du Nord aussi, comme la Tunisie, c'est vrai pour le Liban, qui sont des gros importateurs de céréales en provenance de Russie et d'Ukraine. Et ce sont des pays pour lesquels le risque de pénurie alimentaire est tout à fait réel. Donc, ces différentes parties de l'Afrique
ont des habitudes alimentaires différentes, une dépendance différente. Donc l'Afrique de l'Ouest n'a pas la même dépendance. Et elle est beaucoup plus affectée par les questions de prix, notamment liées aux engrais, un petit peu comme en Europe d'ailleurs. Hein. Franchement, nous aussi, on est confrontés à essentiellement une hausse des prix qui est liée aux engrais, mais aussi comme d'ailleurs un des intervenants là, dans le chat l'a fait remarquer, à la spéculation. Hein. On est confronté à la spéculation. Et l'une des questions d'ailleurs qui a été posée, c'est comment échapper à cette spéculation. Alors c'est sûrement une entreprise extrêmement difficile, mais une des réponses, c'est quand même d'avoir davantage de culture locale. Et ça, je pense que le retour aux cultures locales, aux cultures traditionnelles qui sont adaptées au sol, qui sont adaptées au climat, c'est une des réponses à cette question de la dépendance potentielle aux spéculateurs et donc ce danger pour les prix qui touche notamment les plus modestes, et ça c'est vrai en Europe comme en Afrique. Merci beaucoup, Monsieur Hatti, Monsieur Traoré, Madame Mordac. Est-ce que vous voulez réagir avec un mot de la fin? Oui, moi je pense qu'il faut changer un peu le narratif et surtout penser du côté de l'Afrique, évidemment, et je parlerai plus de l'Afrique subsaharienne. Du côté de l'Afrique, voir cette crise comme une opportunité de se retourner vers nos systèmes alimentaires locaux, une opportunité d'exploiter au maximum les potentialités qui existent, qui sont réelles, qui ne sont pas souvent exploitées parce qu'on avait dans certaines zones, surtout les pays côtiers, avec la facilité d'importer certains produits, on s'est complètement détourné de notre agriculture en important des produits qui étaient beaucoup plus, disons, accessibles du point de vue du prix. Aujourd'hui, avec ce renchérissement des prix, c'est une opportunité pour réinventer l'agriculture, mais produire mieux en gardant à l'esprit qu'on doit produire de manière plus durable, même si on doit continuer à utiliser de l'engrais et des pesticides, mais aussi réfléchir plus à une production durable et aussi prendre en compte le fait que les régimes alimentaires sont changeants et réfléchir à faire en sorte que nos populations puissent manger d'abord culturellement ce qui est produit ici et mettre des politiques qui permettent de pousser vers une production alimentaire autonome qui permettent aussi de réduire tous ces risques qu'on a soulignés tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, je vois que l'heure tourne. Je voulais vous remercier tous les quatre d'avoir participé à ce webinaire d'abord et puis cette session de questions-réponses que j'ai eu plaisir à animer. Et je suis ravi de repasser la parole à M. Giliabi pour la conclusion de notre webinaire aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si Sébastien avait peut-être un mot avant. Vous voulez réagir aussi? Non, simplement un mot de remerciement à tous pour la qualité des interventions. Je pense que effectivement, c'est l'avantage de ces regards croisés, c'est que ça permet de remettre les idées en place, de remettre un peu les problèmes à leur juste niveau et avoir aussi les problèmes communs auxquels nous sommes confrontés. Je pense que surtout, on n'a pas évoqué que des problèmes, on a évoqué aussi beaucoup de solutions, aussi bien ici en Europe qu'en Afrique. Et je pense que c'est l'intérêt aussi des think tanks, c'est d'être force de proposition. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup à suivre aussi, enfin, à assurer de suivi après les différentes pistes qui ont pu être évoquées. C'est effectivement, comme l'a souligné Dr. Hatt, que c'est dans ces crises souvent qu'on émerge aussi de telles solutions et j'espère qu'on pourra les retenir pour l'avenir. Merci Sébastien, merci à nos quatre intervenants. Je pense évidemment qu'il est absolument impossible, il serait prétentieux de vouloir résumer tous les points qui ont été discutés. Je crois qu'en 1h30, on aura réussi à débattre d'énormément de questions très importantes, d'apporter quelques clarification. Je voudrais simplement évoquer quelques mots-clés pour partir avec ces mots. Diversité, je crois que Madame Ponce vient de le souligner. On a parlé beaucoup d'Afrique de l'Ouest et je crois que ça nous montre bien
diversité du continent, la situation dans des pays comme l'Égypte ou en Afrique du Nord est très différente par rapport au blé, par exemple. Et donc, c'est important à chaque fois, lorsqu'on parle bien sûr du continent, d'avoir en tête cette diversité des situations nationales et évidemment également des différentes régions du continent. Précision, je crois qu'on a eu droit à des interventions d'une très grande précision. Et je crois que c'est ça qui nous permet aussi d'avoir des pistes qui soient précises et concrètes. Et je voudrais vraiment saluer à nouveau la qualité de toutes les interventions sur le volet européen et sur le volet africain de la question qui nous occupait. Troisième élément, la complexité. Je crois que ça vient de la diversité et de la précision. Ça souligne aussi la complexité et la nécessité pour des think tanks, bien entendu, d'essayer de simplifier cette complexité, mais de montrer en même temps que sur toutes ces questions, il y a toujours beaucoup de complexité et que c'est dans l'échange, justement, qu'on réussit à débroussailler un peu cette complexité. Logistique, surprenant peut-être, mais j'ai vraiment retenu la proposition du docteur Sitraoré d'avoir une vraie discussion sur les questions logistiques qui sont structurelles. Et je crois que sur notre région, on voit bien qu'il y a des obstacles au commerce qui sont assez incompréhensibles et qu'on sous-estime beaucoup la question des plateformes logistiques et des obstacles concrets à la circulation des biens, notamment dans la région. Opportunité, je saisis également le mot du docteur Atti, le fait de considérer que de cette crise et de toutes les crises naissent des opportunités. Il y avait eu Covid qui avait déjà montré qu'il fallait une réorientation des politiques publiques et notamment des politiques économiques et des politiques alimentaires. Je crois que cette discussion souligne à nouveau le besoin de se saisir de cette crise malheureuse comme une opportunité d'accélérer ces transformations structurelles. Et enfin, durabilité, je crois que Mme Ponce a beaucoup insisté là-dessus. Et dans la présentation de Diane Mordac aussi, on a bien vu les différents facteurs qui se combinent. Ne pas oublier le changement climatique, ne pas oublier la perte de biodiversité et voir dans quel point, finalement, on ne peut pas avoir de discussion qui soit justement isolée où on dissocie ce qui est du ressort du changement climatique, de l'agriculture, de l'économie. Et cela nous amène et nous ramène à la complexité. Donc, je voudrais terminer sur ces mots en vous remerciant toutes et tous de votre participation, en signalant que cette discussion est enregistrée, sera disponible sur les chaînes YouTube de l'Institut Jacques Delors et de Wattier également, et donc vous aurez la possibilité de réécouter ces différents points de vue. Et je pense que cette discussion s'inscrivait vraiment dans la mission conjointe de l'Institut et de Wattier de clarifier le débat public ou en tout cas d'essayer de permettre à tout le monde de comprendre un tout petit peu notre monde dans sa complexité. Merci à toutes et à tous. Merci. D'accord.